Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? très bien, nous revoici pour un nouveau podcast qui s'intitule Comment vivre ses jours et ses nuits avec un bébé. Eh oui, sujet pas facile, qui prend beaucoup de temps dans notre consultation, n'est-ce pas Marie-Hélène? Tout à fait, c'est vraiment un sujet récurrent. Avant de commencer à comment est-ce qu'on vit en 2023, on va se poser la question brièvement de comment est-ce qu'on vivait ensemble avant pour élever un bébé. Quelle est ta notion de ce avant? Eh bien, je vais dire qu'on vivait principalement, et je l'ai encore fait, sous 3 générations sous le même toit, où il y avait toujours quelqu'un qui était là pour faire le repas, pour s'entraider de génération en génération. Je remarque que depuis quelques décades déjà, on est plutôt dans le système très isolé. Les mamans sont très isolées. Oui, d'un point de vue historique, je le raccrocherai à toute l'évolution des théories de psychologie qui ont apporté grand bien, on est bien d'accord, mais qui ont aussi apporté cette prépondérance de la place de la mère, en disant que la mère était vraiment la personne de référence pour un bébé, ce que je ne mets pas en doute, mais elle n'est pas l'unique personne de référence. Et par moment, un enfant a besoin de bras, a besoin d'être baladé, et si c'est mamie qui le fait ou la voisine bienveillante, ça ira tout aussi bien le temps que la maman puisse souffler un petit peu, ou le papa, bien sûr. Tu es Il d'accord faudrait avec tout cette un idée-là? village, il paraît, Marie-Hélène. Oui, voilà, c'est vraiment. L'élever dans la plus belle formule de lui-même. J'aime bien cette façon de penser, d'élever un enfant vers le haut. Oui, tout à fait. Dans la notion d'élever, il y a la notion pour moi d'accompagner, hein, que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, on n'est plus au stade d'il y a une centaine d'années où il faut redresser l'enfant qui naît mauvais et qu'il faut éduquer dans le sens redressement. On est vraiment de plus en plus, et c'est très bien comme ça, dans la notion d'accompagner l'enfant. Et on va aller vers ça aussi dans le accompagner à l'autonomie et à l'autonomie qui est arriver à un moment donné à s'endormir tout seul. On va voir à quel moment est-ce qu'on peut accompagner cet enfant à arriver à un moment donné, on parle bien de mois, mais d'années aussi pour certains, à arriver à s'endormir à un moment donné tout seul dans son lit. En tout cas, être parent est un merveilleux voyage. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais avec aussi ses mésaventures. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve vraiment que notre société prône l'indépendance comme ça. Voilà, on reçoit l'injonction de pour être un bon parent, il faut y arriver tout seul. C'est quelque chose qui me frappe en disant non, non, c'est pas. Faut sortir de cette culpabilité comme ça. Hein, j'ai demandé de l'aide car je n'y suis pas arrivée. Ben, c'est Et, normal. Qu'est-ce que tu en penses? cette demande d'aide est vraiment difficile pour les mamans. Je trouve que effectivement, quand on voit les magazines où elles doivent être toutes pimpantes et en forme, souriantes, avec un bébé qui rit et qui mange et puis qui dort, c'est difficile de demander de l'aide et d'avouer qu'on est un peu dans la semoule. Mais c'est comme ça les vies de maman, même les grandes stars. Hein, tu as vu certainement passer des mamans avec des bébés au sein ou avec leurs serviettes hygiéniques et leurs culottes résilies là montrer c'est quoi la vie d'une maman au début. C'est pas bisounours. Enfin, je ne pense pas que tu aies vécu bisounours pour à chaque fois que tu as eu un enfant. C'est une période qui est quand même magique, mais qui a son lot de réalité. Oui, avec la notion de, en tout cas, ce n'est pas linéaire comme ça. Ce n'est Mm. pas ce qu'on décrit dans on se lève le matin, on fait sa toilette, on s'occupe du bébé. Non, non, non. On essaye d'arriver jusqu'à la toilette, mais entre-temps, le bébé pleure. Donc, je le vois comme une route super chouette, mais hyper sinueuse, comme ça. On veut faire un truc, ah ben non, tout compte fait, on doit aller à gauche, puis on s'engage à gauche, ah ben non, tout compte fait, il faut réobliquer à droite. Puis, et ça, parfois, vraiment, quasiment de minute en minute, parfois, hein, parfois d'heure en heure, mais moi, ce côté se réadapter tout le temps. Ah, ben, je pense que le fait d'être résilient, bah, c'est une grande qualité quand on devient parent et d'avoir du lâcher-prise. Donc, en prénatal, on fait vraiment des exercices parfois de lâcher-prise pur et dur parce que ce bébé, bah, il va falloir surfer sur son rythme. Et Oui, c'est le rythme d'un bébé, bah, on ne le connaît pas vraiment. On en a une petite idée parce qu'il bouge quand même dans le ventre des mamans et elles savent à quel moment il gigote. Il faut leur faire souligner cela parce qu'elles voient qu'il y a un moment précis où il est pendant 2 3 heures plus gigotant. Et la mauvaise nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est que eh bien, ce bébé se réveille en fin de journée et il est plutôt endormi au petit matin. Et c'est là qu'en maternité, on vient faire toc toc pour le déjeuner alors que tout le monde venait de s'endormir.
Donc là, on parle vraiment, comme tu dis, Christelle, vraiment des tout petits, hein. Donc, ce qu'on dit, les premiers mois, on va le voir comme ça, les 6 premiers mois, mais vraiment les premiers mois, on est vraiment on dit toujours très peu de rythme jour-nuit. Et les seuls qu'on va voir, en effet, comme tu dis, c'est plutôt un éveil le soir pour un enfant qui va être dans des périodes plus de sommeil entre 11 heures, minuit, 1 heure du matin et 10, 11 heures du matin. Cette période-là, c'est en général la période où l'enfant dort plus et qui est en effet en décalage par rapport à l'organisation de notre société. Quand le réveil de papa sonne à 6 heures du matin, n'est-ce pas, bébé et maman en général ne se sont pas endormis il y a très longtemps. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire durant ces tout premiers mois pour arriver à un équilibre? Eh bien, c'est de surfer sur la vague de ce rythme, mais de se reposer pendant les tétés notamment, puisque les mamans qui allaitent, et il y en a beaucoup en fait, hein, elles aiment initier cet allaitement. Mais la difficulté, c'est la fatigue et parce qu'elles ne connaissent pas cette physiologie qui fait qu'elles peuvent s'endormir pendant les tétés. Le bébé n'est pas en danger, elles peuvent émerger facilement grâce à ce climat hormonal, en tout cas si elles sont allaitantes. Et ça permet vraiment du bon repos. Après, c'est tout un petit environnement qui est soutenant évidemment de ces mamans, qu'elles allaitent ou pas, et qui viennent apporter un repas tout fait, une manne de repassage, un petit coup de main, un petit soutien du moral. Les coachs allaitement Tout à fait. ou parentaux, voilà. Oui. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la normalité, je trouve. Voilà, des mamans, on voit vraiment des mamans en consultation qui, à 1 mois, parfois 2 mois, sont déjà très, très inquiètes par rapport à des problèmes de sommeil de leur enfant. Alors que c'est vrai que nous, on prône encore très fort c'est normal, ce sont des tout petits, c'est encore tout à fait normal que des jeunes enfants se réveillent encore régulièrement la nuit, vu qu'ils sont en train simplement de mettre en place leur rythme jour-nuit. Donc, en effet, je pense que avoir le retour de personnes qui ont déjà vécu ça, de personnes positives, en mode, voilà, c'est une période de vie tout à fait particulière, où c'est très, très intéressant, je trouve, de lâcher prise, de dire, voilà, on dort, quand tout le monde est calme, on s'endort. Et c'est vraiment intéressant, comme tu dis, d'accueillir cette période de vie vraiment tout à fait particulière où on vit au rythme du bébé, comme ça. Voilà. Ils ne s'y attendent pas, hein, c'est très, très déconcertant pour eux, hein. Souvent, voilà, c'est le sujet vraiment récurrent, qui les tracasse, parce que, voilà, ils imaginaient autre chose puisqu'on leur fait croire autre chose, hein. Mais donc ce rythme de bébé parfois il est celui qu'il est entre, voilà 6 et 10, 12 éveils, sur 24 heures, en début de vie en tout cas de bébé, le 1er mois peut-être, les 6 premières semaines, mais il y a parfois des bébés qui ont des petits soucis supplémentaires, donc ceux-là, il faut quand même les repérer pour les aider. Il y a des bébés qui supportent pas bien le lait artificiel, il faut voir les signes. D'autres qui ont des petits ennuis digestifs. Et il y en a un, Marie-Hélène, tu n'en reviendras pas. Eh bien, c'est celui où les mamans viennent dire qu'elles n'ont pas assez de lait, certainement, mais qu'en fait, elles en ont trop. Donc, il y a ce phénomène-là de prise de galactogène, de tisane d'allaitement, où elles les prennent pour les coliques. Et en fait, les coliques commencent seulement parce qu'elles les prennent, parce qu'elles attrapent trop de lait. Donc voilà, il y a plein de pièges comme ça dans la société où malheureusement, bah, elles tombent assez facilement parce qu'elles sont programmées, ces mamans, pour s'adapter le mieux à ce bébé. Et donc, elles se posent tout le temps 1000 questions, mais cette infodémie n'est pas simple pour elles puisqu'elles ont plein d'informations différentes et puis elles ne s'y retrouvent plus. Oui, tout à fait. On fera un podcast là-dessus, hein, vraiment, aussi sur les pleurs du bébé, dans les petits spoils. C'est vraiment le moment où le bébé pleure qui va nous donner une indication aussi sur la douleur du bébé. Voilà, les bébés qui, à 8 heures du matin, sont déjà hurlants 2 heures d'affilée, bien sûr, il faut s'en inquiéter, c'est des bébés douloureux, voilà, le timing. Alors que, clairement, le soir, un bébé qui demande les bras et qui demande de l'attention, en tout cas, le soir de 20 à 22 heures, c'est la plupart des bébés de 6 semaines. C'est vrai qu'on est beaucoup plus serein avec un parent qui nous décrit un enfant serein toute la journée, mais il est plus demandeur de bras le soir. On est dans quelque chose d'assez courant de Mmh. par le monde. Donc voilà, déjà une des pistes, c'est vraiment le timing. Quand est-ce que cet enfant est inconfortable? Est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est à certains moments de la journée? Mmh. Puis le soir, c'est quand même une période,
fragile dans les familles modernes. Je veux dire, on rentre au boulot, il y a parfois l'aîné, il y a le boulot, enfin, on court, le repas, et ce bébé qui se met bien en route. Donc, il y a des moyens, heureusement, des beaux moyens de maternage, et ça sauve la vie, évidemment. Ça sauve la vie à pas mal de bébés, d'ailleurs, quand ils ont du reflux, de les verticaliser, de les mettre en portage, les balloter, la succion aussi quand on n'en sort pas. Bien sûr que la succion est un moyen qui sauve certaines situations parce que les bébés adorent. Ce sont des téteurs par définition, mais aussi parce que c'est un antidouleur. Et pendant qu'on prend le temps de régler la problématique qui le rend maussade, eh bien, la succion sur une sucette va être complètement indiquée. Ce sera momentané, on ne va pas les rendre dépendants. Et d'ailleurs, on va en parler aux parents pour leur dire, voilà, une fois que la problématique est passée, on va pouvoir la laisser plus de côté, mais elle sauve quand même, souvent, des petits moments. Donc notre message, c'est vraiment les premiers mois, et ça dépend d'un enfant à l'autre, bien sûr. Les premiers mois, c'est vraiment du lâcher prise et de suivre ce tout petit dans ses besoins, en écoutant ses propres besoins de base. Donc, je dis souvent en souriant, si en fin de journée, tout le monde a mangé, tout le monde est allé à la toilette et tout le monde est plus ou moins propre, c'est déjà pas mal. Tout le reste peut attendre. Ces premiers mois, ma foi, c'est, voilà, si on peut éviter de refaire la déco du salon, c'est pas le moment, on fera plus tard. Mais je crois qu'il faut se fixer des objectifs assez simples, qui sont de nourrir le bébé, se nourrir soi-même. Et certains parents, à un moment donné, ne le font même plus. Donc, si, faites attention à vos besoins de base, chers parents. Voilà. Tu mets le doigt sur quelque chose, comment vivre jour et nuit avec un bébé, mais en fait, ça se prépare en prénatal, absolument. Non seulement pour de la connaissance, mais parce que bon, on a beau connaître beaucoup d'éléments, il faut passer par l'expérimentation, expérimenter le fait de faire une tétée pour voir si ça convient, etc. Mais l'expérimentation ensuite va être bien porteuse pour ses parents de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est un peu sur notre premier qu'on fait nos griffes aussi, hein, c'est un petit peu ça. Donc, Oui. voilà, c'est ce qui me venait en tête quand tu me parlais. Oui, et après, il y a quand même tout un jeu hormonal qui est assez extraordinaire, entre autres par rapport à la prolactine, qui va vraiment changer le sommeil des mères allaitantes pour leur permettre de récupérer beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment la magie des siestes, je trouve. Toutes les mamans allaitantes nous disent ça. Je me mets sur le fauteuil, je dors 20 minutes et quand je me réveille, je suis en pleine forme. Pourtant, je ne fais jamais de sieste d'habitude. Ça, je trouve vraiment que c'est une des magies de la nature d'avoir été jusqu'à adapter ce sommeil de la mère allaitante pour la rendre plus apte à répondre aux besoins de son bébé. Je trouve ça extraordinaire. Et Dame Nature a bien travaillé hein, pour que ça Oui, fonctionne. Et c'est déjà en place pendant la grossesse, en fait. Hein. Ces hormones arrivent, elles sont là, et elles rendent cette maman beaucoup plus capable de se reposer à brûle-pourpoint, comme ça, de petites siestes enceintes, pour se mettre justement en rythme. Et ces mamans qui ne font plus de nuit complète enceinte, parfois prennent des trucs pour dormir. Or, bah, c'est la nature, c'est la physiologie de la mise en rythme. Donc, elles peuvent se reposer par des petites siestes en journée. Toute cette préparation, si elles l'entendent avant, c'est bien plus intéressant parce qu'ils sont déjà voilà, dans l'idée qu'il y a des bonus et que la nature, finalement, les aide, notamment dans l'allaitement, où il y a vraiment une symbiose qui s'installe. C'est en fait un partenariat 50-50, cette tout à fait. allaitement. Oui. Je pense qu'on retrouve vraiment des mamans en difficulté qui continuent d'intellectualiser sans s'écouter. Donc, en disant, est-ce que vous êtes fatigué au matin? Et qui me répondent, ben sûrement, vu que j'étais réveillée 12 fois la nuit. Oui, mais est-ce que vous êtes fatigué au matin? Et qui, en fait, à un moment donné, apprennent à s'écouter et se dire, ben, en fait, je ne suis pas si fatiguée que ça, c'est quand même extraordinaire. J'arrive à faire 10 tétés sur la nuit et pourtant, je ne dis pas non plus qu'elles sont prêtes à faire un marathon de 10 km, mais elles se sentent assez en forme que pour fonctionner et continuer à prendre soin de ce petit homme. Donc, il y a vraiment une. Reconnectez-vous à vous-même, Ah, les exact, parents, les mamans, sur vous ressentez quoi, plutôt que l'horloge me dit que je me suis réveillée toutes les 10 minutes. il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas aller dans le ressenti, hein, dans cette intuition, dans je m'écoute, etc. Donc, la respiration ventrale va les y ramener, des exercices d'ancrage, et on en trouve plein partout, donc c'est pas compliqué d'en trouver. Mais effectivement, le fait est que remets-moi en jambe, j'ai oublié le sujet que je voulais, qui était important, que tu Oui, viens de. vraiment, voilà, d'arriver à s'écouter soi-même par rapport à l'intellectuel, de dire on n'est pas fatigué parce qu'on se réveille 10 fois sur la nuit, on est fatigué parce que notre corps nous dit qu'on est fatigué. C'est pas la même chose. C'est Non, la et différence entre des échecs. l'intellect et le corps, le physique.
Exact. Et bien, pour ces mamans qui sont un peu des mentalistes, hein, je fonctionne avec des échelles souvent. Je leur dis, bon, ok, je comprends bien ce que vous me dites, mais moi, ça ne me répond pas. Vous ne dites pas où vous en êtes. Donc, combien sur l'échelle de 0 à 10 êtes-vous fatigué? 10, c'est je suis épuisé, 0, je suis en pleine forme. Et là, parfois, on peut dire, bah oui, tout compte fait, je me sens en forme, je suis allez, à 9, ben, c'est la grande forme, hein. Ça veut dire qu'elle arrive à accueillir ses coups de pompe pendant chaque tétée, de bien s'installer pendant cet été. Ça, c'est vital puisqu'aucun muscle ne doit fonctionner. Sinon, c'est pas faisable. La tête va tomber si elle s'endort. C'est de la rassurer sur le fait qu'elle va pas s'endormir pour aller ronfler toute la nuit, hein, loin de là, qu'elle émerge très facilement. Et puis aussi cet été qui sont confortables pour ce maman, c'est-à-dire non douloureuses. Et ça, c'est quand même une grosse croyance. On entend encore beaucoup: voilà, la douleur est normale, l'allaitement, c'est douloureux, vous aurez, voilà, ça va passer, à 3 mois madame. Non, dès la première tétée, ça doit être confortable. La première semaine est un petit peu plus sensible puisque la délivrance de ce placenta, ben, les rend sensibles émotionnellement, c'est ce fameux baby blues, mais la montée du lait en route, mais aussi, voilà, rend les mamelons plus sensibles pour bien placer le bébé au sein et que le lait, il aille dans le bébé. Donc voilà, la nature a bien fonctionné. Dans les trucs et astuces, pardon, excuse-moi de te couper, dans les trucs et astuces vraiment simples à mettre en place, c'est de rapprocher aussi le bébé la nuit de la source de lait qui est le sein de la maman. Et donc, on a des guidelines qui sont vraiment bien clairs maintenant en disant qu'on préconise que le bébé dorme dans la même chambre que les parents durant la première année. Je vais juste le nuancer en disant que les premiers mois, je pense vraiment indispensables vu les rythmes du bébé. Après les mois qui suivent, donc au-delà de 6 mois, 8 mois, 9 mois, il y a un moment donné où on va arriver à une sorte de virage par rapport à ce que le parent a envie. Il y a des parents à qui ça ne convient pas de dormir dans la même chambre que le bébé, qui l'ont fait en toute simplicité et de manière très positive durant quelques mois, mais qui, à un moment donné, ont envie de retrouver leur fonctionnement de couple en intimité, ont envie que l'enfant aille dans sa chambre. Et ça, mon message va vraiment être de dire les premiers mois, doucement, n'allez pas trop vite. Il faut vraiment prendre soin de ce tout petit. À part passer 6 mois, on peut tout doucement préparer cet enfant à ce passage dans sa deuxième année, hein, donc autour de ces 1 an, l'aider à prendre de l'autonomie et apprendre tout doucement à s'endormir tout seul à l'aide d'un doudou, à l'aide d'un petit rituel. Il y a vraiment moyen de préparer cela, d'accompagner l'enfant dans cet apprentissage durant la fin de sa première année. Mais c'est vraiment ça, message, mais pas trop tôt, ça sert à rien, l'enfant n'est pas prêt avant. On ne sait pas apprendre à un enfant d'1 mois alors voilà, à faire ses nuits. Je Et peux surtout que rebondir, Marie-Hélène, sur les parents ici, sur le couple. Parce qu'en fait, ce bébé, il est venu parce que ils se sont rencontrés. Ils étaient amoureux. Bon, ils ont fabriqué ce bébé. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais il y a d'autres cas de figure, bien sûr. Ça veut dire que on va vivre avec un bébé sous son toit, un petit, voilà, de plus dans la famille, mais il faut retenir et revenir plutôt à ce couple assez rapidement. Donc, quand il y a effectivement vers 2 mois des difficultés par rapport à ça, au niveau de l'intimité du couple, je pense que je les invite facilement à consulter s'il y a des douleurs, par exemple, pendant les rapports, s'il n'y a pas de désir. Voilà, il y a plein d'astuces, donc il suffit d'en parler. Il faut leur tendre parfois la perche parce que c'est pas un sujet, voilà, dont on parle facilement, mais c'est très courant. Donc en fait, elles ne sont absolument pas isolées. C'est quelque chose qu'il faut repenser. Donc je leur dis, voilà, devoir, en prescription de la sage-femme, vous trouvez une petite activité à 2 pour 3 heures. Alors ils se regardent, 3 heures, c'est impensable pour eux à 3 mois, mais bon là, il est temps quand même qu'ils se fassent un petit restaurant amoureux, qu'ils aillent en balnéothérapie ensemble et qu'ils confient cet enfant, ben, au village. oui, tout à fait. C'est vraiment c'est cette notion d'aller au rythme qui nous convient, en fait. Voilà, les enfants, si on répond à leurs besoins, je suis toujours très, très rassurante.
Les enfants vont bien s'ils vont passer 2 heures chez mamie ou une après-midi suivant l'âge, hein. On peut en effet accompagner l'enfant mais il y a tout un monde à découvrir. Donc cet enfant, bien sûr, va rester collé serré à ses parents les premières semaines, mais à partir du moment où le parent le sent et comme tu dis parfois avec une petite perche qu'on peut tendre aux parents, eh bien on peut inviter ses parents, dire voilà, on commence à aider l'enfant à découvrir le monde. Voilà, j'avais en contact avec une maman comme ça qui réellement ne posait pas son enfant. Et donc, on a fait la première quinzaine comme exercice qu'elle ose, et je parle vraiment d'oser, qu'elle ait confiance en son enfant pour le fait que son enfant puisse aller de temps en temps une demi-heure sur les genoux de mamie. Et on les a revus 15 jours plus tard, ils étaient déjà beaucoup plus détendus parce que ça se passait très très bien sur les genoux de mamie durant cette demi-heure. Et comme ça, pas à pas, on est allé vraiment à augmenter ce temps où cet enfant pouvait accepter d'être en dehors des bras de maman et surtout que maman fasse confiance aussi à tout l'entourage dans sa compétence à pouvoir aller faire une balade en poussette, au début avec vraiment des exercices, j'ai presque envie de dire faciles, qui sont faire le tour du village en landau, en poussette, pour tout doucement aller dans les mois qui ont suivi, bien sûr, se repasser une après-midi, une journée, et puis plus tard, bien plus tard, une nuit chez mamie. Euh, Parce que dans ce cas de figure-ci, c'était mamie la personne de référence. Ça peut être la meilleure amie, ça peut être, on est bien, on est d'accord. Tout le Oui, village autour pour prendre oui, soin de ça. oui. Ça me fait penser aux associations d'endormissement. Ça, c'est quand même quelque chose que les parents, Oui, ils viennent souvent avec cette demande: «Oui, mais moi, je veux que l'enfant dorme dans sa chambre parce que je veux pas qu'il soit encore dans notre lit comme, ma voisine, à 1 an, l'enfant était entre 2, c'était, inimaginable pour elle. Peut-être que ça convenait à ses parents, hein, mais voilà. Donc dans son histoire à elle, ça ne pouvait pas se mettre et donc voilà, ces peurs-là de alors, ces associations d'endormissement, par quel bout prendre ça? Je pense que quand l'enfant peut s'endormir sans comment dire? Quand il a fini de s'endormir au sein, ce qu'il fait pendant au moins 6 semaines, plus tôt, plus tard, chacun son rythme, hein. Mais il s'endort et on peut le déposer après pousse café, le dessert, bon. Et bien, à partir de cette époque, là où il reste vigilant après et qu'il faut commencer à s'en occuper, plus à l'éveil, calme qui me perdure, eh bien, ça peut être bien de pouvoir le laisser s'endormir, face à ce qu'il va voir la nuit, c'est-à-dire son petit mobile, sa petite, l'environnement. Les bébés aiment aussi les habitudes et de pouvoir à chaque micro-éveil voir la même chose que quand il s'est endormi et c'était pas le sein en bouche, c'était pas les yeux de maman comme ça pour voir tout va bien, c'était pas le moteur de la voiture qui tournait parce qu'on faisait le tour du pâté de maison pour l'endormir. Bon, ça, c'est des bébés souvent très maussades qui ont des soucis, il faut les aider, hein, des petits reflux, des choses comme ça. Mais voilà, ça me fait penser à ça parce que c'est la tutu aussi pour endormir, oui. c'est plein de choses. C'est là que je trouve qu'à un moment donné, cette sorte de carrefour pour les parents avec la notion de choix. En disant, si vous êtes au clair que durant les prochains mois, et je parle même parfois d'années, vous êtes très bien qu'un enfant qui se rendort au sein, et il y en a des mamans qui disent, en fait, ça ne me pose pas trop de soucis. Si elles sont bien là-dedans et si elles sont bien dans le même lit que l'enfant, moi j'ai toujours les enfants qui sont dans le lit des parents jusqu'à 5 ans, pour peu que ce soit choisi, pour peu que ça aille bien à toute la famille, ben, c'est des familles dont je envie de dire on n'entend pas parler. On l'apprend au détour d'une conversation avec une copine où on se dit tiens, en fait, cet enfant est encore dans le lit des parents et s'endort toujours au sein à 2 ans et demi. Et cet enfant va très bien, la famille va bien, très bien. Mais il faut absolument que ça convienne bien à toute la famille. Parce qu'en effet, beaucoup de familles se retrouvent en demande en disant mais nous, ça ne nous convient pas, on a envie de récupérer notre lit parental et comment est-ce qu'on va faire. C'est vraiment tout cet accompagnement-là, exactement comme que tu décris, qu'on va pouvoir faire avec les parents en disant comment est-ce qu'on va pouvoir aider cet enfant en fait à se rendormir tout seul, en tout cas pas au sein. Ça c'est vraiment l'enjeu. Faire ses nuits c'est pas un enjeu. Et voilà, tout le monde se réveille plusieurs fois la nuit, mais on se rendort en fait. Et ça c'est propre au cycle du sommeil. Qui sont plus courts chez l'enfant, plus longs chez l'adulte, mais tout le monde a ça des réveils pendant la nuit. Mais par contre, on se rendort. Et ça, c'est vraiment le principe, c'est se rendormir. Donc, c'est intéressant aussi de mettre la nuance. C'est pas la même chose d'apprendre à faire ses nuits ou d'apprendre à se rendormir. Mmh. Parce qu'apprendre à se rendormir, on peut donc le faire en journée aussi. Et donc, on commence en général par les siestes, en disant en journée, quand tout le monde est bien serein, eh bien, c'est le moment d'aller expliquer à l'enfant, eh bien, écoute, là maintenant, on va tout doucement te montrer un endroit super sympa, c'est ton lit, qui est un endroit très chouette, où il y a, comme tu dis, le petit tourniquet, la petite musique, pour apprendre à l'enfant qu'en fait, dormir et se rendormir, mais c'est gai en fait. C'est Mmh. chouette aussi, on peut être sécurisé et s'endormir dans un endroit sécurisé qui est autre que les bras du parent.
que je voulais rajouter, à ce que tu disais, Marilène, c'est que les parents pensent parfois que, l'enfant s'endort parce qu'il est nourri, hein, que c'est l'estomac qui l'endort. Or, ça n'a jamais été autre chose que le cerveau et donc c'est un processus neurologique, c'est un rythme que l'enfant a déjà. Donc, endormir un bébé nouveau-né, ça n'a pas de sens dans le sens où il n'est pas prêt à dormir, il ne dormira pas et c'est lui Tout qui à fait. va avoir le dessus de l'affaire. Ça me fait penser aussi, au fait que, tu disais les parents qui ont des enfants, entre eux à 5 ans dans le lit. Moi, je serais très curieuse d'entendre ces parents donner à d'autres parents les trucs. Comment est-ce que vous faites alors pour vous retrouver en couple, quoi? Oui, bon, il n'y a pas que la chambre, je pense, où ils peuvent se Voilà. retrouver et qu'ils trouvent toutes sortes d'astuces tout à fait, mignonnes. Et puis ça me fait penser, aux doudous. Les mamans qui sont, avec leur bébé, voilà, pendant 3 ans, 4 ans ensemble, là où on ne sépare pas la mère et l'enfant à 3 mois pour aller reprendre le boulot, on va dire comme ça, eh bien la mère est le doudou. Mais chez nous, bah, voilà, c'est autrement. Donc ce doudou, il est important, Marie-Hélène. Oui, dans notre société. Et je pense que c'est intéressant de bien dire quand même que c'est dans nos sociétés que ce doudou est le fameux objet transitionnel. Nous sommes une société de séparation. On prône la séparation, d'accord? J'ai toujours l'enfant sage, c'est celui qui ne réclame pas sa mère quand il est séparé d'elle. Or, c'est normal qu'il réclame sa mère ou son papa, on est bien d'accord, et qui s'exprime et qui disent, mais c'est dur pour moi d'être séparé parce que je dois apprendre à me séparer de cette personne ou elle me manque. Donc, le fait d'exprimer et de pleurer quand l'enfant quitte sa figure d'attachement, hein, donc je veux dire son père, sa mère, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est accueillir cette émotion en disant, voilà, j'entends, c'est difficile de se séparer au matin parce qu'il faut aller à la crèche. C'est vraiment comme le quotidien, n'est-ce pas, de dire, il y a plein de parents, de jeunes parents qui reprennent le boulot quand l'enfant a 3 mois, 6 mois. Donc, cette période de séparation, c'est la vie courante dans nos sociétés. Et, je dirais les réalistes, il faut un Mmh. salaire, il faut payer le loyer, c'est quand même vraiment notre quotidien. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'accueillir les émotions de l'enfant en disant, mais je vois bien que c'est compliqué pour toi, mais j'ai confiance en toi. Tu vas voir, ça va être gai. Tu vas passer une chouette journée à la crèche et découvrir le monde pour faire d'autres expériences. Et on se retrouvera ce soir avec grand plaisir. Quand les parents sont au clair avec ça marche beaucoup plus facilement. Ils ne sont pas dans l'angoisse de la séparation eux-mêmes en se disant: «Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que, voilà, il va devenir?» Bah, il est jamais que dans les mains d'adultes compétents, hein, mais c'est difficile, très difficile pour certaines, mamans donc il faut faire ce chemin à un moment donné d'être au clair avec le fait que, voilà, j'accepte la reprise, et le cœur, serein d'y aller pour que le bébé soit le plus serein aussi à cette époque de transition qui est pour lui une étape somme toute Bien sûr. importante. Hein. Oui. Je trouve que la culpabilité du parent va pouvoir être contrebalancée en disant faites confiance aux compétences de votre enfant. Mmh. Votre enfant est compétent, il va s'adapter, il va aussi s'attacher à la personne, l'accueillante qui prend en charge cet enfant durant la journée. Il a les compétences pour s'épanouir et rester en vie au sens large avec d'autres adultes que juste le parent. Pour peu justement que le parent donne le message à l'enfant, vas-y, amuse-toi, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Donc pour moi, ce cadeau-là qu'on peut faire à un enfant, et attendons-nous bien, je parle de l'enfant un peu plus grand, hein, voilà, je parle pas du tout petit qui a 15 jours, de l'enfant qui grandit dans les mois, cette première année, à un moment donné, donner ce message à l'enfant, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Et donc, cette maman, dire à l'enfant qu'on pose sur les genoux de mamie, eh bien, j'ai confiance en toi, mon petit, tu vas bien t'amuser sur les genoux de mamie durant une demi-heure. Je parle de la toute première étape pour aller plus tard vers des séparations plus longues dans le temps. Mais je trouve que ça peut contrebalancer ce sentiment de culpabilité, en fait, de se dire, je me sens coupable, et puis non, j'ai confiance en toi, mon petit, tu vas y arriver. Oui, sinon, je reviens à une notion du début, mais cet, enfant tout puissant qui fait le rythme de la famille parce que, il n'a pas pu être contenu, au moment où il était, en colère, qu'on l'a voilà, tous ces gestes, au bon moment vont pouvoir le sécuriser et c'est de là que on ne va pas tomber dans ces enfants, vraiment, chez qui on a créé des dépendances finalement, c'est l'adulte qui l'a créé donc on peut détricoter ça, hein. Grâce aux Oui, coachs parentaux notamment. Donc moi, j'invite vraiment les parents quand ils ne voient plus clair, par rapport à on a mis des choses en place, on a beau tout faire, il n'est quand même pas content et c'est toujours difficile, mais d'aller, prendre de bons avis et là, le ciel bleu peut vraiment, rapidement revenir, mais c'est en mettant les bonnes mesures. L'enfant a besoin de limites. S'il n'en a pas, bah, il est perdu en fait. oui.
Et cette limite va passer par la confiance, hein, de se dire, voilà, je mets la limite au fait que maintenant, toi, je parle le plus grand, hein, voilà, tu as 3 ans, ça devient intenable pour nous, il faut vraiment que tout le monde dorme la nuit, on va mettre une limite, mais en arrivant très vite avec cette notion de confiance. Et j'ai confiance en toi, tu es capable de passer la nuit dans ton lit, j'ai confiance en toi. Parce que très souvent, ça va être ça en disant, mais j'ai quand même vraiment peur pour toi que tu y arrives, et alors là, c'est fichu, parce que l'enfant sent la fragilité et va donc aller alimenter cette peur du parent et lui confirmer qu'en effet, il n'est pas capable de passer sa nuit dans son lit. Donc, on rentre dans des cercles vicieux comme ça qui sont très intéressants d'aller Ça me fait détricoter. penser au discours positif plutôt que de dire Oui, attention, tu vas tomber, de dire les choses positivement. Tiens, si tu passes par ici, voilà. Et ça, c'est quand même une façon de fonctionner qui, euh, qui est très intéressante, mais pas des négociations pendant une demi-heure parce que il ne peut pas monter sur l'armoire de 2 mètres. Non, ça c'est non, hein. On en avait déjà parlé d'ailleurs. On est tout à fait. là, on est le parent sécure, il faut que cet enfant soit en sécurité physique, émotionnelle et alimentaire. Ces 3 besoins de base, j'aime bien les répéter parce que si ce bébé ou cet enfant est satisfait là-dedans, il est satisfait, il a tout ce qu'il a besoin. Mais notre société nous fait penser qu'il a besoin de beaucoup d'autres choses, toutes sortes de choses en plastique qui font du bruit et qui nous, voilà, je me souviens des tambours et des machins, moi qui suis sensible au bruit, c'était affreux comme cadeau quand je les voyais arriver. J'essayais qu'ils ne les voient pas, je les cachais vite, mais trop tard. Donc voilà. Mmh. Donc, chouette, voilà, vaste sujet. Donc, c'est vraiment ça le message. C'est les premières semaines, tout le monde se met à l'écoute de ces rythmes de base, on va dire, Mmh pour mh. progressivement trouver ce qui convient à la famille en termes de sommeil, vraiment, sommeil familial, pour trouver ce qui convient à la famille en accompagnant l'enfant dans cette évolution. Mmh. Donc comment vivre jour et nuit avec un bébé? Bah, c'est de se faire confiance, de s'écouter, d'observer le comportement de l'enfant, d'y répondre, de ne pas outrepasser ses besoins d'adulte, de reprendre un rythme d'adulte, relativement vite, et la confiance est vraiment, le mot d'ordre, là, vraiment on en a s'il fallait comptabiliser, on l'a déjà dit, au moins une dizaine de fois, hein. Mais, voilà, la confiance, en soi et en l'enfant, il est capable, il est résilient à souhait, il est d'une capacité d'apprentissage monumentale comme jamais plus on ne le sera, avant 3 ans donc, il est capable, il faut lui permettre de le faire. Super. Eh bien, alors, je nous donne rendez-vous au podcast suivant qui va encore plus creuser ce thème, mais plus du point de vue de l'enfant. Voilà, quel est le sommeil de l'enfant, comment est-ce qu'il se construit. Et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt Marie-Hélène. Salut!